L'association interuniversitaire Chibolette frappe de nouveau un grand coup avec un colloque. C'est le deuxième cette année. Il se tiendra à Tel Aviv. Nous avons le plaisir, l'honneur et la joie d'accueillir Michel Gad-Volkovitch pour parler justement d'un thème brûlant. Alors, il est d'actualité en France, il est d'actualité en Europe et bien sûr chez nous aussi. L'identité en question. Voilà, un sujet passionnant. C'est parti, c'est maintenant. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Michel Gad-Volkovitch, bonjour. Bonjour, Catherine. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau. J'ai l'impression que vous étiez là il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps et c'est un plaisir renouvelé pour moi aussi. Voilà. Alors en fait, vous aviez organisé sous l'égide de votre association Chibolette un colloque sur la transmission qui avait très très bien marché, qui était assez passionnant. Et là, vous recommencez un autre colloque avec une question centrale, franchement. L'identité en question. Oui, écoutez, on ne recommence pas, en fait, on continue. L'identité en question est venue tout à fait naturellement dans la suite de la transmission en question. Ce sont deux concepts ou deux façons d'exister, en tout cas, qui normalement sont des constructions toujours en devenir, des constructions infinies, indéfinies, qui ouvrent au champ de l'inconnu, qui ouvrent à la pensée indéfinie, etc. Et on s'aperçoit au fond dans les discours, dans les idéologies en cours, dans les discours politiques en ce moment, mais pas seulement, dans les discours scientifiques aussi, dans le rapport entre la science et la bioéthique, etc. On s'aperçoit qu'il y a une rigidification extrême de ce concept et de cette façon de concevoir l'humain et donc le monde aussi et les relations les uns avec les autres. Donc alors, on a décidé effectivement de continuer avec l'identité en question. Bon, on n'a pas rappelé, mais vous êtes bien sûr professeur de psychopathologie, vous êtes psychanalyste, évidemment, universitaire. Non, et donc vous avez une vision du monde tout à fait intéressante, particulière. Et ce qui est génial dans ce colloque, c'est qu'il y a une diversité d'intervenants, de mondes complètement différents. C'est ça qui fait la richesse Écoutez, de ce qui va naître. Mon grand ami Raphaël Drey, que je convoque très souvent, disait, quelles que soient nos compétences, nos qualités, notre culture, etc., on ne peut plus aborder le monde tout seul. On doit réfléchir ensemble. Et Chibolette s'est donné comme objectif, il y a maintenant plus de 10 ans, de réunir effectivement un certain nombre d'auteurs, d'universitaires, d'intellectuels, de praticiens de toutes les disciplines pour aborder des enjeux humains, sociétaux, civilisationnels, et de le faire ensemble sans jamais être dans l'idée d'en faire une idéologie commune, sans jamais avoir l'ambition de, comme disait Freud, de construire une Weltanschauung, c'est-à-dire une vision du monde synthétique, globalisante, totalisante, mais au contraire d'ouvrir, de croiser les regards, de croiser les réflexions et d'ouvrir une réflexion commune, que ce soit avec des spécialistes, mais que ce soit aussi avec le grand public. Alors, je pense que exemples. c'est ça qui fait que la spécificité les gens sont de ce que vous faites et que les gens sont intéressés. Parce qu'en plus, je rajoute, vous parliez du colloque qu'on a fait sur la transmission en question en mai dernier, qui a été un succès assez exceptionnel. D'une part, parce que la qualité des gens qui étaient là, le plateau qui était assez unique, était là, la qualité de la réflexion, la diversité aussi, mais aussi l'ambiance chaleureuse. C'est-à-dire que on met de côté, tout le monde met de côté au fond, pour réfléchir ensemble, pour échanger ensemble. Tout le monde met de côté la posture universitaire, la posture académique, les discours clos, etc. L'ego, d'une certaine façon, de chacun. Et je crois que ça, c'est intéressant. Alors, qui va être présent ? Bien sûr, en plus, vous êtes en Israël, forcément, donc la chaleur est redoublée. À Paris, on y arrive aussi. À Paris, on y arrive aussi. J'en doute pas. Mais qui sera présent ? Alors, qui sera présent ? Bon, je ne peux pas les citer tous. On ne les cite pas tous, mais quelques-uns. Il y a une quarantaine. Il y a Philippe Val, il y a Frédéric Ancel, il y a Cyril Aslanov, il y a Simon Epstein, Daniel Epstein, Shmuel Trigano, Dodi Charbit, Daniel Siboni, Patrick Bantman, Marc Cohen. J'en oublie. Michel Garfunkel. Claude Birman. Écoutez, j'en oublie beaucoup. Il y a des psychanalystes, il y a des philosophes, il y a des spécialistes de la pensée juive, des religions en général, il y a des géopoliticiens, etc., etc. Il y a des juristes. Voilà, parce que au fond, la question de l'identité,
elle engage des enjeux à la fois psychopathologiques, évidemment, c'est-à-dire comment se construit un bébé, un enfant, comment il acquiert un sentiment d'identité, comment il accède à la subjectivation, comme on dit aujourd'hui très rapidement, comment se construit un adolescent, comment se construit un adulte jusqu'à les personnes âgées, parce que maintenant les personnes âgées, c'est très important aussi de voir comment ils vivent. C'est plus comme avant, ils vivent, ils ont une identité. Il y a le problème, par exemple, des maisons de retraite, quelle place ils ont dans la société. Il y a comment se construit un sujet individuel dans le rapport au collectif, dans le rapport à sa culture, un sujet collectif donc, et un sujet politique. Hein. Donc il y a des enjeux psychopathologiques, il y a des enjeux juridiques, par exemple le rapport en ce moment avec les transgenres, etc., dont on va parler, la question de la différence des sexes ou pas, etc. Des questions politiques, et on le voit en France. Politique, en France, c'est clair, et ici aussi. Comment ? Ici et en France, vraiment, ça fait écho. Et en France aussi, donc une question aussi politique, on le voit aux élections ici, où il est question que de ça, d'une certaine façon. Exactement. Mais que de ça, de façon antagoniste et de façon absolue. En France, en Europe, l'Europe, on dit, et avec raison, qu'il y a un déficit d'identité, qu'il y a un oubli de l'héritage. Et effectivement, on est et je crois que jusqu'à maintenant, jusqu'à pas longtemps, Israël était en miroir inversé de l'Europe. C'est-à-dire que je crois qu'une partie de l'antisémitisme en Europe était l'abandon un petit peu de l'identité, l'abandon de l'héritage, et on voyait en Israël justement un peuple qui continuait à se construire, qui avait une certaine unité dans sa diversité, qui se revendiquait comme un État-nation avec des citoyens qu'on défendait, qui avaient une responsabilité, etc. Et maintenant, on a l'impression que le miroir est un peu en symétrie. Hein. Alors, vous allez parler, j'imagine, vous l'avez dit en filigrane, mais vous allez parler de l'identité peuple, l'identité nation. Vous allez soulever cette question. Alors, on va soulever ces questions. Qu'est-ce qui fait peuple ? Comment se construit un peuple ? Comment se construit un fond commun d'un peuple avec des semblables différents ? Quel est le rapport entre le peuple et la nation, hein ? Vous êtes tout à fait dans l'air du temps, vraiment, on est dans l'air du temps. C'est un peu le but de Shibboleth depuis 10 ans, c'est-à-dire d'analyser les symboles, les signes, les signaux, les symptômes d'une société, le malaise dans la civilisation, comme disait l'autre, et puis de les analyser et éventuellement proposer aussi des pistes de réflexion et des ébauches, en tout cas, de solutions qui ne nous appartiennent pas à nous. Bien sûr. Mais en tout cas, de permettre de les penser. Alors, ce colloque va se tenir au Beautiful Israël Tel Aviv. Ce sera le 30 octobre et le 1er novembre. Donc 2 jours. C'est 1 jour et demi, en fait. Ok. C'est 1 jour et demi. D'accord. Entre-temps, quartier libre. Alors, dans le programme, il y a la plage ou la visite du musée le jeudi, parce que ça nous paraissait lourd. Je voudrais préciser quand même qu'on a affaire à 2 discours antagonistes, alors que l'identité, comme je disais tout à l'heure, est plutôt une construction ouverte, un processus qui est évolutif, y compris d'un peuple. Freud disait qu'on peut analyser un peuple comme on analyse un individu. Donc, un peuple a à s'inventer, à continuer à s'inventer, comme on peut lier, effectivement, on peut espérer qu'un individu, comme un peuple, va intriquer la tradition et la création. Et on s'aperçoit qu'on a 2 discours antagonistes qui, au fond, sont 2 versions d'une même quête, et d'une même quête un peu préoccupante. Alors, vous parlez de 2 discours antagonistes en Israël ou globalement dans un peu partout maintenant, justement. C'est pour ça que je disais que maintenant, on est en miroir, mais un miroir symétrique et pas du tout un miroir asymétrique comme avant. Alors, en Europe, c'est très clair, et ça dure depuis longtemps. Il y a ceux, effectivement, qui nient et qui dénient la notion même d'identité, qui la rejettent, qui traitent de fascistes ceux qui parlent d'identité de la France, d'identité de l'Europe, d'identité d'une culture, etc., et qui sont dans une sorte de course effrénée, de dilution de l'identité dans le multiculturalisme, dans le relativisme culturel, dans l'indifférenciation, y compris des sexes, des générations, etc. On est comme ça d'une sorte de crise de la temporalité. Tout s'arrête, tout est pareil, tout est équivalent, etc. Et puis de l'autre côté, on a au contraire ce qu'on appelle un discours identitaire où l'identité devient comme un totem. Autant c'est un tabou de l'autre côté, ça devient un étendard, un totem. Et on s'aperçoit que les 2 discours sont dans une quête de complétude narcissique. Hein. Ça va faire le plein. Hein. On est dans la pureté, dans le multiculturalisme. On est tous beaux, on est tous généreux, on est pareil, etc. Et donc on est dans une sorte de pureté narcissique. Et de l'autre côté, on est dans une sorte de complétude identitaire, donc une complétude narcissique où l'identité fait comblement, fait qu'on est tout.
Hein, Okay. et que le peuple ferait tout, hein, qu'il n'y aurait pas de semblable différent. L'identité Ça serait veut une dire sorte qu'on de a, phallus on a du narcissique. mal à être différent, à vivre ensemble, c'est ça? Alors, comment effectivement on peut, et je pense que ça a été au fondement même du peuple juif, comment être des différents, des semblables différents, où la pluralité, l'altérité est au fondement même de l'unité. Hein. Pourquoi ça s'est perdu? Rappelons. Pourquoi ça s'est perdu tout ça? Alors, écoutez, c'est une question qu'on va aborder. Là, je Non, mais bien sûr, vais pas l'ébaucher aujourd'hui. On peut rappeler simplement quelque chose. Je crois qu'il faut se rappeler. Je le rappelle aux intégristes, par exemple, le peuple juif, il n'y avait pas d'ADN. Les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été rejoints par d'autres qui n'étaient pas forcément hébreux, encore moins juifs à l'époque. Simplement, et c'est ça l'élévation justement intellectuelle du peuple juif, c'est qu'ils se sont réunis autour d'une idée qui était l'intériorisation d'un grand homme, une identification par intériorisation d'un grand homme qui était l'homme Moïse, hein, qui est d'ailleurs un étranger. On sait pas, hein, il est à la fois médianite, à la fois hébreu, à la fois égyptien, on ne sait pas très bien. C'est-à-dire qu'ils sont réunis autour d'une idée et autour d'une idée force qui est la loi. Le peuple juif est le seul peuple qui s'est construit en choisissant une loi avant même de développer une tradition, avant même de développer des coutumes, avant même de développer des rituels. Ils ont choisi la loi qui est la leur, auquel tout le monde s'est référé, et qui fait que personne n'est idolâtre, y compris ceux qui la représentent, Ils ont rejoint, oui, etc. Voilà. Donc, quand on parle, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler le ministre de la Santé, pour ne pas le nommer, qui parle d'ADN, c'est-à-dire qu'on va, avec l'ADN, dire qui est juif ou qui n'est pas juif, et donc on va poser ce genre de questions. Qui est juif? Alors, ça a longtemps été une blague. Hein, oui, qui est juif? Qu'est-ce qu'un juif? Identité juive, identité israélienne, Voilà. aujourd'hui, dans la société. Alors, voilà, comment ça joue est-ce que l'identité juif religieux ou israélienne, pas? l'identité Enfin, bref, juive, etc. c'est... Et on ne peut pas, même ceux qui ne sont pas sionistes ne peuvent pas ne pas se déterminer par rapport à ça. Est-ce que je suis juif en étant et avec quel rapport à Israël ou pas, hein? On parle de juifs laïcs aussi aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. En sachant aussi, moi je suis pas un spécialiste de la pensée juive religieuse, mais on sait bien que la laïcité ne veut rien dire dans la pensée juive, hein. Voilà. Donc effectivement, avant, qui est juif, qu'est-ce qu'un juif, c'était une blague. Et c'était une blague qui montrait d'ailleurs le caractère juif. À savoir, vous savez, cette blague, qu'est-ce qu'un juif, quand on lui raconte une histoire, une blague, il la connaît toujours dans une autre version. Ce qui montrait l'altérité. Hein, ce qui montrait l'altérité. L'humour est paradigmatique, justement, de ce rapport à l'identité qui n'est pas une sorte d'incarnation moïse, qui n'est pas je suis ça et rien d'autre, hein, et je suis toujours et je ne changerai pas. Et tout le monde, s'il veut être intègre, doit effectivement se référer à ça. Alors justement, c'est très intéressant parce que c'est vrai que ça fait cruellement, bon, je parle de la société israélienne parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vivent ici, ça fait cruellement défaut à la société israélienne, cette espèce d'altérité, de pluralisme, il y a des boîtes, il y a des étiquettes pour chacun, c'est difficile de sortir du carcan dans lequel on est rentré. J'imagine que tout ça va être aussi évoqué. Est-ce que ça va être traduit en hébreu? Alors, malheureusement, le colloque est francophone. On n'a pas encore les moyens financiers. On ne l'a pas toujours. En tout cas, on l'a eu, selon les soutiens des fondations ou pas, ou moins, etc. Malheureusement, il ne sera que francophone. Il ne sera pas en traduction simultanée. Mais le but de Shibboleth, Actualité de Freud, qui est devenu aussi, qui a une branche israélienne, on pourrait dire. On est une multinationale maintenant, qui s'appelle l'Institut interdisciplinaire Shibboleth Présence de Freud. J'ai présence au lieu d'actualité parce qu'en anglais c'était plus juste. Voilà. Le but de Shibboleth, c'est comme on le fait en France, où on a une place quand même très particulière avec ce plateau unique de chercheurs pour aborder toutes les problématiques, c'est de faire la même chose en Israël et donc pas seulement d'importer une réflexion de France avec tous ces gens-là, mais de créer vraiment, de s'implanter dans le paysage intellectuel, culturel, dans le débat intellectuel, culturel. Et pour ça, bien sûr, il est évident qu'il faudrait qu'on le fasse aussi en ivrite. Hein. Est-ce qu'on vous le réclame? Est-ce que vous pensez qu'il y a une place vraiment à prendre ici? Est-ce que c'est nécessaire pour faire évoluer la société israélienne qu'on a bien besoin? Écoutez, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, pour la société israélienne, pour les Olim aussi, qui ont une culture différente, qui viennent de n'importe où, pour la pensée juive aussi, cette fameuse altérité, comment penser à la fois, comment lier la pensée juive avec, et la confronter aux autres disciplines d'une part, mais aussi à la culture moderne, évidemment. Donc c'est nécessaire pour Israël, c'est nécessaire pour nous juifs, c'est nécessaire pour tout le monde, parce qu'on a quelque chose à apporter. Et quand on fait un colloque
qu'ici, on apporte beaucoup de gens qui ne sont pas juifs. Et c'est très important, on le fait depuis tout le temps, c'est un des objectifs. Et croyez-moi, ça change quelque chose. Quand ils reviennent, alors il y a les sympathisants qu'on connaît, comme Pascal Bruckner, comme Philippe bien Ball, sûr, etc. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Mais il y a aussi ceux, effectivement, qui par curiosité, par amitié, etc., par confiance dans ce qu'on fait, dans notre sérieux, dans notre rigueur, par rapport à un thème, sont d'accord, même s'ils n'ont jamais été en Israël, même s'ils sont influencés forcément par les médias, etc., parce qu'ils entendent. Ils sont OK de venir et d'écouter. À un moment, on le courage, parce qu'ils ont des pressions, il faut le sûr. savoir. On le courage de venir, et croyez-moi, ça change, et ça devient des ambassadeurs pour Israël et pour nous. Même si c'est pas le but. C'est quand même au départ, c'était quand même l'un des buts. Mais je crois que c'est important, effectivement, en Israël, de créer cet espace de réflexion. Interdisciplinaire, multiculturel, avec la pensée juive effectivement au centre, mais confronté effectivement à toutes les disciplines. C'est comme ça, je crois que, à mon avis, on ne combat pas l'antisémitisme simplement par des discours et par des bonnes idées. On combat les antisémites, parce que je pense qu'on combat plus les antisémites que l'antisémitisme. On combat les antisémites par la pensée et par le fait d'attirer un certain nombre de gens qui peuvent être sensibles à une autre réalité, qu'ils vont découvrir ici, à la pensée, sûr. à la réflexion, qui voient les choses un peu autrement. C'est très important. Alors, ce super colloque, vraiment, il ne faut pas le rater si ces questions d'identité, de religion, de nation, de peuple vous intéressent. Voilà, qu'est-ce qu'un peuple après tout? Même si on est en Israël, c'est quoi le peuple juif aujourd'hui? Eh bien, venez à ce colloque. Ça sera au Beautiful Center le 30 octobre et le 1er novembre. L'adresse, c'est Rocard Boulevard 80. Évidemment, c'est payant, mais ça se comprend. On a baissé nos prix. Vous avez baissé, j'ai vu le nombre de gens qui viennent, on a vu qu'on pouvait se permettre, pour équilibrer un peu notre budget, au moins, de baisser les tarifs. Alors, toutes Parce les qu'on infos, a vu que pour les Israéliens, ils n'avaient pas l'habitude. C'est pas cher, mais ils n'avaient pas l'habitude de ce genre de cette représentation de prix, alors qu'en France, c'est beaucoup plus cher pour ce genre de colloque. Vous adaptez. Donc on s'adapte, voilà, on s'adapte. Donc chibolette.fr, ça s'écrit SCHI2BOLETH.fr. Vous montez sur le site, vous vous inscrivez sur le colloque, voilà. Franchement, ne le ratez pas si ces questions vous intéressent. Si vous aimez la réflexion, vous allez être servi. Vous ne serez pas déçus. Les gens sont de très très grande qualité. Les partenaires qui vous soutiennent aussi. Je pense notamment à la Fondation Adélis qui fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup Michel Gad-Volkovitch. Merci à vous, Cathy. Et Batzlacha. J'espère vous voir. Moi aussi, avec plaisir. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.